Monsieur le Président, Directeur général du CNRS, cher Antoine, Monsieur le Directeur général délégué à la science INRIA, cher Frédéric Gerbeau, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Thierry Cocon. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir, ici au Collège de France, ou plus nombreux encore derrière vos écrans, pour une nouvelle édition de la chaire annuelle Informatique et sciences numériques. C'est une chaire ancienne au Collège de France, elle a été créée en 2009 en partenariat avec INRIA. Elle marque une volonté commune de faire valoir l'importance de cette discipline scientifique et la nécessité de lui octroyer une place pleine et entière. INRIA, vous le savez, est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. INRIA a la responsabilité depuis janvier 2024 de l'Agence des programmes numériques algorithmes, logiciels et usages pour renforcer les dynamiques collectives de l'enseignement supérieur et de la recherche. INRIA soutient la diversité de voies de l'innovation, de l'édition open source de logiciels à la création des startups technologiques et se caractérise par sa volonté de rapprocher la recherche et le monde industriel. Cette année, les responsables de la chaire Informatique et sciences numériques ont souhaité mettre à l'honneur les mathématiques. Et c'est là où ça commence à être difficile pour moi, donc je vais faire de mon mieux. Classiquement, et depuis des penseurs comme Aristote ou Platon, les mathématiques sont définies comme une forme de vérité absolue et universelle, antérieure, extérieure à leur perception par l'homme. En mathématiques, certaines preuves dites non constructives semblent magiques en montrant l'existence d'un élément sans le construire effectivement. Mais déjà dans l'Antiquité, les mathématiques ne sont pas limitées à la civilisation grecque, comme on le dit parfois. Elles jouent un rôle important dans la Mésopotamie antique, ainsi que dans certains textes bibliques, il faut quand même que je les mentionne, comme le livre des Nombres, et par la suite dans la pratique de la gematria, qui se fonde sur une certaine vision aussi magique des mathématiques. Existe-t-il une vérité absolue indépendante de tout raisonnement humain, ou les mathématiques, tel un langage, sont-elles un produit de l'esprit humain, comme le dit par exemple la philosophie constructiviste? Dans les années 1980 s'opérait un grand rapprochement entre les travaux de certains informaticiens et les problèmes de logique mathématique. Il s'agissait de comprendre comment représenter les mathématiques sur ordinateur, notamment en mettant au point un système capable de vérifier les preuves. Certains chercheurs, plus de chercheurs que de chercheuses, mettent en place un formalisme, un système composé d'un langage et d'une sémantique visant à représenter un objet d'étude de manière non ambiguë, nommé type dépendant. Fondé sur le lambda calcul, ne me demandez pas ce que c'est, ce formalisme a des connexions fortes avec les mathématiques constructives et très similaire au formalisme parallèlement étudié par des logiciens. Et la figure marquante qui a travaillé sur ce formalisme, en développant d'abord un logiciel baptisé Coq, et plus récemment un logiciel appelé Lean, est le titulaire de cette année de la chaire Informatique et sciences numériques, le professeur Thierry Cocon, que je voudrais vous présenter brièvement. Après des études à l'École normale supérieure à Paris, Thierry Cocon passe sa thèse en informatique théorique en 1985 à l'Université Paris 7, introduisant la théorie des constructions, formalisme utilisé dans plusieurs systèmes d'assistants à la démonstration. Après avoir été chargé de recherche et directeur de recherche à INRIA, chercheur à la Chalmers University of Technology, Thierry Cocon est depuis 1996 professeur en informatique à l'Université de Göteborg en Suède. Ses recherches concernent les mathématiques constructives, la théorie des types et ses applications pour la représentation des preuves sur ordinateur, ainsi que la sémantique des langages de programmation. Ces travaux récents ont pour but de donner un sens effectif à l'axiome de l'univalence et au modèle de faisceau. Pour ses travaux en logique, il a reçu le Kurt Gödel Centenary Research Prize en 2008 et pour ses travaux sur les assistants de preuve, il a obtenu en collaboration le ACM SIGPLAN Programming Language Software Award en 2013. En 2022, il a été pour une deuxième fois lauréat d'un ERC Advanced Grant. Il est également membre de la Royal Society of Arts and Science à Göteborg et membre de l'Academia Europea. Le cours que Thierry Cocon dispensera au Collège de France cette année s'intitule « Théorie des types dépendants et formalisation des mathématiques ». Et je suis très heureux, cher Thierry Cocon, de vous donner maintenant la parole pour votre première leçon. Merci.
chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Donc, tout d'abord, merci pour cette introduction que j'ai trouvée très pertinente. Et merci à Xavier Leroy d'avoir proposé de candidater à cette chaire annuelle. Et merci à l'Assemblée des professeurs d'avoir accepté cette candidature. Donc, mon cours va porter sur la théorie des types. La théorie des types a été introduite par le logicien et philosophe Bertrand Russell. Et il a travaillé sur la théorie des types entre 1900 et 1910 et plus brièvement en 1925. Ces travaux comportent deux aspects complémentaires qui vont correspondre aux deux parties de mon cours. Le premier aspect est d'utiliser ce formalisme de théorie des types pour une représentation symbolique des mathématiques. Ce cours présentera un raffinement de ce formalisme qui est utilisé maintenant dans plusieurs projets de formalisation de preuves mathématiques sur ordinateur. La deuxième partie, qui correspond au deuxième aspect des travaux de Russell, est d'utiliser ce formalisme pour analyser des questions de nature philosophique, comme le rapport de la logique et les mathématiques, ou le statut des axiomes en mathématiques. Et un des buts de ce cours sera de montrer comment le raffinement que je vais présenter dans la première partie peut suggérer de nouveaux éléments de réponse à ces questions. Dans cette leçon inaugurale, je vais essayer de présenter ce sujet dans son contexte historique. Donc voilà comment le logicien et mathématicien Herbrand, en 1930, décrit la contribution de Russell. Donc Russell, en suivant Peano, avait montré qu'il existe un langage mathématique symbolique dans lequel peuvent se traduire toutes les phrases que l'on peut prononcer en mathématiques. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect important, c'est que Russell avait de plus montré comment tout raisonnement mathématique se réduisait à des règles de combinaison de ces signes qu'il a énoncées. Donc un aspect essentiel, c'est une représentation symbolique précise des raisonnements mathématiques qui permet une vérification mécanique de la correction d'une preuve mathématique. Alors cette représentation symbolique des raisonnements a joué un rôle crucial dans toute la logique depuis les travaux de Russell. Donc cela a permis la naissance du programme de Hilbert et de la théorie de la démonstration. Donc ce programme a été possible parce que Russell avait mis au point une représentation symbolique précise des raisonnements mathématiques. Donc raisonnements qui pouvaient s'étudier eux-mêmes comme objets mathématiques. Le théorème d'incomplétude de Gödel, donc comme on avait une représentation symbolique des preuves, on pouvait les coder dans les entiers, et en suivant cette idée, Gödel a mis au point son théorème d'incomplétude. Et finalement, en essayant de comprendre dans quel sens on pouvait mécaniquement décider la correction d'une preuve, est née la théorie de la calculabilité, donc quand est-ce qu'une fonction est calculable, théorie qui est fondamentale en informatique. Je ne vais pas essayer de présenter la théorie des types telle que Russell l'avait mise au point, mais je vais présenter une version simplifiée du logicien Alonzo Church. Alors, quelle est l'idée de la théorie des types? Donc, l'idée est très naturelle, c'est d'introduire une stratification des objets mathématiques. Dans cette version simplifiée, on a le type des types de base, donc le type des individus, qu'on peut penser comme le type des entiers, et le type des valeurs de vérité. Et on a un moyen de former des types, donc le type des fonctions. Donc si on a déjà formé le type A et le type B, on peut former le type des fonctions de A dans B. Alors pourquoi Russell introduit une telle stratification? C'est pour éviter les paradoxes. Donc son paradoxe qu'il avait énoncé des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Donc ça correspond à considérer, à appliquer un prédicat sur les mêmes, et c'est interdit par la théorie des types, parce que dans la théorie des types, une fonction f de type A flèche B ne peut s'appliquer qu'à un objet de type A. Donc par ce moyen, en introduisant cette stratification, Russell évitait son paradoxe. Mais comme on va le voir, cette stratification va avoir d'autres applications qui n'ont rien à voir avec éviter les paradoxes. Alors cette stratification des objets mathématiques est très très naturelle. Elle s'applique directement en informatique, donc pour éviter des erreurs, on ne veut pas appliquer une fonction qui attend une chaîne de caractères à un entier. Le programme peut faire n'importe quoi dans ce cas-là. Donc c'est très naturel d'utiliser la théorie des types pour les langages de programmation. Une autre innovation de Alonzo Church, c'est d'introduire une notation qui est très naturelle pour dénoter les fonctions. Donc c'est la notation du lambda calcul. Donc c'est comme ça qu'on va noter la fonction successeur. Donc cette fonction attend un entier en argument et rend cet entier plus 1 en résultat.
Et Church aussi énonce les lois de calcul. Une fois qu'il a une notation, cette notation-là va avoir des règles de calcul que Church énonce de manière précise. Et l'étude de ces lois précises de calcul vont être développées dans les années 60 et jouent un rôle fondamental en informatique. Bien que ces travaux ont joué un rôle très très important en logique et en informatique, leur influence en mathématiques a été peu à peu éclipsée par celle de la théorie des ensembles. Donc, par exemple, dans mes études mathématiques, personne ne m'a jamais parlé de la théorie des types. Et c'est très dommage, parce que, donc, comme l'énonce le logicien Dana Scott, en fait, si on regarde en détail la théorie des ensembles, on peut voir qu'elle est motivée. Les motivations vont vraiment, l'explication des règles de la théorie des ensembles viennent vraiment de la théorie des types. Ça, on peut le comprendre en regardant une version simplifiée de la théorie des types de Russell. Donc, Gödel utilise dans son papier sur l'incomplétude, où on a seulement les types, les individus, et la seule manière de former de nouveaux types, c'est en formant le type des prédicats sur un type donné. Donc, si on regarde la théorie des ensembles, ça peut être considéré comme une extension de ce processus de formation le long des ordinaux. Et un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en théorie des ensembles, donc quand on le voit à travers la théorie des types, on ne peut former des fonctions que des fonctions qui rendent des valeurs de vérité. On ne peut pas former de manière primitive une fonction qui prend un entier un argument et rend un entier un résultat. En théorie des ensembles, on n'a pas de notion primitive de fonction. Une fonction est représentée par son graphe, qui est une relation fonctionnelle. Donc on perd un peu le rapport avec l'informatique, où on veut vraiment manipuler des fonctions. Alors, pourquoi Russell utilise ce formalisme? C'est qu'il avait l'espoir de pouvoir réduire les mathématiques à la logique. Donc, de pouvoir comprendre de manière purement logique les mathématiques. Donc, ce programme échoue. Et à la place, Russell, donc par une analyse très profonde, il va mettre en évidence 3 axiomes qui n'ont pas de justification logique, mais qui semblent nécessaires pour développer les mathématiques. Donc ces 3 axiomes sont l'axiome de réductibilité, je vais dire un peu plus là-dessus dans la suite de l'exposé. Il a une version de l'axiome du choix, il redécouvre lui-même une version de l'axiome du choix qu'il appelle l'axiome multiplicatif. Et le dernier axiome, c'est l'axiome de l'infini. Et ces axiomes donc, sont introduits, comme je l'ai dit, non pas par leur caractère d'évidence, mais par le fait qu'ils ont de nombreuses conséquences, comme les lois en physique. Et pour Russell, donc, c'était tout à fait non satisfaisant d'avoir cette situation-là. Enfin, son but, c'était vraiment d'avoir des axiomes qui sont plus évidents que les axiomes qui semblaient nécessaires pour fonder les mathématiques. Donc cette analyse de Russell est tout à fait remarquable. Donc, en particulier, l'axiome de réductibilité va devenir un des sujets principaux de la future théorie de la démonstration. Et cet axiome, quand on le regarde en théorie des ensembles, il apparaît sous la forme du schéma de compréhension. Donc, qu'est-ce que dit le schéma de compréhension? Il a l'air très très clair. Il dit que si on a déjà formé un ensemble, et si on a une propriété, on peut considérer le sous-ensemble des éléments de cet ensemble qui vérifie cette propriété. Il est utilisé par Zermelo pour justifier le principe d'induction sur les entiers. Alors ce principe a l'air évident, on peut former des sous-ensembles de cette manière, mais en fait, il n'est pas si évident si la propriété qu'on considère est complexe. Par exemple, si la propriété a besoin d'une quantification sur tous les sous-ensembles donnés. Il y a un caractère circulaire dans cet axiome de compréhension qui n'a pas échappé à un mathématicien tel que Poincaré, qui est très méfiant de ce genre de définition. Donc il y a un caractère circulaire et qui est pour lui donc, lié au paradoxe que Russell avait énoncé. Il écrit en particulier, donc il avait un sens de formule tout à fait remarquable, il écrit à propos de cet axiome de Zermelo, mais s'il a bien fermé ses bergeries, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas enfermé le loup. Donc il avait l'intuition que cet axiome était tout à fait non trivial, et comme je l'ai dit, ça a été vraiment confirmé par les travaux qui ont suivi en théorie de la démonstration, qui ont montré que cet axiome est extrêmement fort du point de vue logique et a des conséquences remarquables. Poincaré à la place, donc en contradiction avec Zermelo, qui utilisait ce principe pour fonder le principe d'induction sur les entiers, Poincaré insiste sur le caractère premier des principes d'induction. Et on peut les lire dans des débats qui sont très, très actuels et vraiment passionnants à lire. Un débat avec Russell et Zermelo,
ou des mathématiciens tels que Borel, donc sur le rôle de la formalisation et des axiomes. Tous ces débats sont publiés dans la revue de métaphysique et de morale. Donc en 1925, Russell revient sur l'utilisation de ces axiomes, et dans la nouvelle édition des Principia Mathematica, Russell, donc sous l'influence de discussions avec Wittgenstein, suggère de remplacer l'axiome de réductibilité par un principe d'extensionnalité. Alors ce principe d'extensionnalité, ça va concerner les lois de l'égalité. Alors quelles sont les lois de l'égalité? Donc il y a des lois d'abord qui ont logique, qui semblent inévitables, c'est que tout élément est égal à lui-même, et le principe d'indiscernabilité de Leibniz, donc c'est que si A est égal à B, toute propriété de A est vraie pour B aussi. Donc ça, c'est des propriétés logiques qui étaient bien connues. Et Russell énonce de nouvelles lois qui sont des principes d'extensionnalité. Donc la première va jouer un rôle fondamental dans ce qui va suivre. C'est énoncé par Russell en 1925, donc il y a exactement 100 ans. Donc c'est que si deux propositions sont équivalentes, alors elles sont égales. Et le deuxième principe d'extensionnalité, donc, c'est que si deux fonctions sont égales point par point, elles sont égales. Et une fois qu'on a une bonne notion d'égalité aussi, il est essentiel pour représenter les mathématiques par la logique, d'introduire un opérateur qui est fondamental, comme j'ai dit en mathématiques, un opérateur qui permet de nommer un objet si celui-ci est défini de manière unique. Donc ce caractère fondamental a été vraiment bien remarqué par les mathématiciens qui ont essayé d'utiliser la logique pratiquement pour fonder les mathématiques, donc le groupe Bourbaki, et en particulier donc Henri Cartan, qui appelle ce principe le principe d'éléments explicites. Il a étudié par Russell de manière philosophique dans un article célèbre en 1905. Alors voilà les axiomes, les principes que Russell énonce et qu'il pense va pouvoir remplacer l'axiome de réductibilité qui avait un caractère circulaire. Alors pourquoi Russell appelle ça principe et pas axiome? C'est que contrairement à l'axiome de réductibilité, ces principes d'extensionnalité ont une motivation intuitive que Russell essaye de préciser, mais que son argument n'est pas tout à fait complet, en fait, dans l'introduction de la nouvelle édition des Principia Mathematica. Et l'idée est très simple, c'est essentiellement de définir l'égalité de deux objets par induction sur le type de ces objets. Donc on voit que la notion de type joue un rôle crucial pour permettre une telle définition. Donc on va faire une définition par induction sur le type. Et donc les arguments de Russell n'étaient pas tout à fait complets, mais c'est vraiment le germe d'une notion qui joue un rôle fondamental en informatique, pour la sémantique des langages de programmation, la notion de relation logique. Donc cette notion sera mise au point par Robin Gandy, le seul élève de Alan Turing. Alors l'intuition de Russell est donc qu'une meilleure compréhension de la notion d'égalité permettra de mieux représenter les raisonnements mathématiques et d'éviter d'avoir à introduire des axiomes non justifiés. Comme nous allons le voir, ces intuitions ont été confirmées par des travaux récents. La première étape va être un raffinement de la théorie des types, dans le but de représenter les notions mathématiques vraiment sur ordinateur pour vérifier les preuves. Ça va être la notion de type dépendant. C'est un développement tout à fait naturel. Donc, comme je l'ai dit, une contribution de Russell, c'était une formulation symbolique des preuves qui permettait une vérification mécanique. Donc c'était donc très naturel d'essayer de programmer cette vérification sur ordinateur. Et ça a été fait en 1967, donc, par le mathématicien Debrun, qui pour cela introduit un système automate pour écrire un programme de vérification de preuves mathématiques. Donc Debrun raffine le système de Church, qui présente deux limitations. La première limitation, c'est que dans la notion de type que j'ai présentée, on peut former des types, mais on ne peut pas parler de type en général. En particulier, on ne va pas pouvoir former des collections de structures, ce qui est absolument essentiel en mathématiques. Et une deuxième limitation, c'est qu'on n'a pas de notation explicite commode pour les preuves. La notion reste une notion métamathématique, mais pas une notion dans le système lui-même. Et si on veut écrire un programme pour vérifier les preuves, il est naturel d'avoir une notation explicite pour les preuves. Alors, dans ce but, Debrun introduit des notations qui sont très naturelles une fois qu'elles sont énoncées, mais qui n'étaient pas connues en logique. Donc, la première notation qu'il introduit, c'est d'avoir
une notation pour faire référence à une hypothèse. Et la deuxième notion qu'il introduit, c'est la notion de contexte, qui représente l'ensemble des hypothèses qu'on a dû faire à un moment dans une preuve. Donc, par exemple, dans une preuve, j'ai peut-être introduit un élément qui est un entier, l'hypothèse que cet entier est strictement positif, et un autre entier y. Et je suis à ce moment-là dans la preuve. Donc cette notation-là, juste cette notation ici, donc on voit qu'on utilise la même notation pour représenter qu'un objet X est de type N, et pour représenter que cette hypothèse que j'ai nommée, pour pouvoir y faire référence, est une hypothèse que X est plus grand que 0. Donc ceci suggère de traiter les propositions comme des types. Et c'est ça que De Bruijn va faire de manière systématique. Donc une autre innovation d'Automate, c'est de pouvoir déclarer des types, donc d'avoir un type de type, et donc de former des contextes de cette forme-là. Alors cette notation est maintenant utilisée dans les systèmes de preuve. Donc là, c'est un exemple élémentaire en analyse. Donc vous pouvez voir, donc j'introduis 3 éléments ABC qui sont de type n/r, donc c'est 3 suites de nombres réels. J'introduis un nombre réel, L, et là, voilà, j'ai introduit une hypothèse qui dit que la suite A est inférieure à la suite B. Et j'ai nommé cette hypothèse-là pour pouvoir y faire référence par la suite. Et là, c'est l'hypothèse que la suite A converge vers L. Voilà. Donc ça, c'est un exemple élémentaire. Ça, c'est un exemple qui est dû à Terence Tao, donc, qui montre donc, que maintenant, on peut déclarer des types. Donc oméga est un type. On peut déclarer qu'on a une structure d'espace mesurable sur oméga. On peut déclarer qu'on a une structure de groupe abélien sur G. Donc cette notation-là est utilisée maintenant par des mathématiciens pour formaliser les preuves, et elle est très très naturelle. Et comme je l'ai dit, c'était une innovation. Personne en logique avait pensé à introduire une telle notation. Donc De Bruijn va aller plus loin. Il va suggérer un traitement uniforme des objets, des structures et des preuves mathématiques. Donc il va avoir l'idée de noter la preuve d'une implication. Donc qu'est-ce que c'est de prouver A implique B? C'est on introduit l'hypothèse qu'on a A et on prouve B. Et donc là, on va utiliser la même notation pour les fonctions pour nommer cette preuve d'implication. Et le modus ponens, donc il dit qu'on peut déduire B si on a une preuve de A implique B et qu'on a A, va être représenté par l'application d'une fonction à son argument. Et De Bruijn met au point un algorithme uniforme pour vérifier la correction d'une assertion, un élément et d'un type donné, où une preuve est une preuve correcte d'une proposition donnée. Donc c'est un algorithme de correction de typage et de vérification d'une démonstration. De manière indépendante, cette analogie entre les preuves et les objets était développée systématiquement par Per Martin-Löf, qui l'adapte à une formulation des principes d'induction et fait le rapprochement en fait, avec la programmation fonctionnelle qui était en train de se mettre au point dans les années 70. Donc dans cette approche, le type des entiers sera un type primitif. On aura un moyen primitif de construire des objets de type entier, donc 0 et successeur, et on a un moyen de construire des fonctions sur les entiers. Mais ce moyen de construire des fonctions sur les entiers va être aussi un moyen de prouver des assertions sur les entiers par induction. Donc on peut introduire une fonction f si on a un élément de type C de 0 et si on a un moyen de passer de C de x à C de x plus 1. Donc c'est le principe de récurrence. Mais ce principe est justifié par des lois de calcul qui dit que cette fonction-là sur 0 doit être a et sur f de x plus 1, je dois appliquer cette fonction g qui permet de passer de C de x à C de x plus 1. Et ce sont exactement les lois de calcul pour les fonctions primitives récursives, comme ont été formulées par le mathématicien Hilbert. Et cela confirme tout à fait les intuitions de Poincaré. Donc le principe d'induction est primitif, mais formulé de manière structurée avec une dualité introduction-élimination qui est expliquée par les lois de calcul. Donc dans cette approche, on représente l'activité mathématique comme un processus uniforme de construction d'objets, qui peuvent être des programmes, des structures mathématiques ou des preuves. Tout est capturé par ce jugement de typage. Et donc le mathématicien David Mumford, dans un exposé, décrit ceci comme une unification remarquable de l'ontologie, donc l'étude des objets mathématiques, et de l'épistémologie, l'étude des preuves mathématiques.
Donc, tout ceci a été mis au point dans les années 70. Donc, c'était un courant d'idées très, très riche. Et donc, mon travail de thèse, en 1985, donc, fait à l'INERIA dans le projet formel, sous la direction de Gérard Huette, était un travail de synthèse de ces travaux. Donc, en particulier, c'était un travail de synthèse des travaux de Debrun. Donc, en particulier, le jugement de typage doit être décidable, puisqu'on doit avoir, il représente l'algorithme de preuve, on doit pouvoir vérifier qu'une preuve est correcte, donc c'est essentiel que ce jugement de typage soit décidable. De manière surprenante, ce n'était pas le cas pour les systèmes de type à l'époque, comme formulé par Martinov ou New Pearl aux États-Unis. C'était un travail de synthèse des travaux de Girard, donc avec un système imprédicatif qui contient la logique d'ordre supérieur de Church que j'ai présenté, et un travail de synthèse des travaux de Martinov, avec un calcul qui peut être vu simultanément comme un système de preuve et un langage de programmation fonctionnelle. Gérard Huette pouvait alors écrire un programme prototype de vérification de correction de typage et de preuve. Et avoir un tel prototype était crucial pour évaluer ce calcul comme langage de preuve mathématique et de programmation fonctionnelle. En particulier, je pouvais reproduire dans ce prototype les dérivations de Frege dans son livre sur l'idéographie. Donc, c'est un livre qui fonde la logique mathématique et les lois des quantifications, en formulant de manière précise les lois de quantification. Et dans ce livre, Frege montrait comment on pouvait définir la clôture transitive d'une relation de manière purement logique. Et je pouvais reproduire ces dérivations dans ce prototype. L'étude systématique de représentation de notions inductives et des algorithmes a conduit à l'ajout de types inductifs comme primitifs dans ce prototype, confirmant ainsi les intuitions de Poincaré. Et grâce à des efforts collaboratifs donc vraiment impressionnants, ce prototype a évolué en plusieurs systèmes interactifs de preuves comme Coq, Agda et Lean, qui combinent dans un même formalisme preuve, programme, et qui sont maintenant utilisés à grande échelle. Donc la première utilisation, assez naturelle, c'est pour écrire des programmes avec leurs preuves de correction. Donc c'est très utile, par exemple, de manière naturelle, c'est très utile quand on veut écrire des compilateurs. C'est impossible à la main d'être sûr de la correction de l'écriture d'un compilateur. Donc c'est vraiment utile d'avoir de tels assistants de démonstration. C'est utile aussi dans les programmes donc, sur les nombres flottants, parce que là c'est très difficile à la main d'être sûr de la correction d'algorithmes sur les nombres flottants. Et en général, donc, pour programmer de manière certifiée, c'est aussi essentiel. Mais c'est aussi cette unification des programmes et des preuves est très utile en mathématiques. Donc je veux juste citer 3 exemples significatifs de l'utilisation de cette uniformité de preuves et de programmes. Donc le premier exemple, c'est le théorème des 4 couleurs, donc, qui a été fait en 2005, donc il y a 20 ans. C'est une preuve qui doit considérer un nombre de cas impressionnant et qui utilise des algorithmes sophistiqués. Et donc on veut aussi être sûr de la correction de ces algorithmes qui sont utilisés pour prouver le théorème des 4 couleurs. Et là, c'est vraiment utile d'avoir un assistant de démonstration. Le deuxième exemple, c'est un théorème que tout groupe d'ordre impair est résoluble, théorème de Fett-Thompson, qui a été longtemps le théorème qui a vu une preuve qui dépassait les 200 pages. Maintenant, c'est de plus en plus courant en mathématiques d'avoir des preuves gigantesques de cette manière. Et donc, c'est une preuve aussi qui est très difficile à vérifier à la main ou dans un séminaire. En fait, des mathématiciens célèbres ont essayé de former un séminaire pour vérifier cette preuve, et ils ont abandonné au bout d'1 an. Donc c'est tout à fait remarquable que cette preuve a pu être vérifiée sur machine. Et là, c'est un exemple qui paraît purement mathématique, mais en fait, pour le vérifier, c'est très utile d'avoir un système de programmation combiné avec un système de preuve. Donc Gontier, pour cette preuve, présente un exemple où on doit prouver qu'un résultat sur des matrices à coefficients entiers. Et c'est très naturel donc, pour un informaticien tel que Gontier de penser à utiliser un solveur SMT pour résoudre ce problème. Mais les solveurs qui existent ne sont pas
ne marchait pas dans ce cas-là, mais on peut programmer dans ce système son propre solver SMT avec une preuve de correction et vérifier ce résultat sur les matrices à coefficients entiers. Et le dernier exemple que je veux citer, c'est un exemple plus récent de 2024 qui porte sur les machines de Turing. Donc c'est le plus grand nombre d'étapes d'une machine de Turing qui termine avec 5 instructions sur 2 symboles. Donc ça, c'est un problème ouvert pendant 20 ans et qui nécessite donc vraiment une combinaison de preuves et de programmes. Et je voulais citer cet exemple aussi parce que c'est un très bon exemple de ce que permet d'avoir des assistants de preuve, c'est de permettre des preuves par collaboration. Donc cette preuve-là a été faite en collaboration de gens qui étaient partout dans le monde, et des gens qui, certains étaient étudiants, et même la preuve a été terminée par un collaborateur qui a voulu rester anonyme, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment ce que permet ce genre d'assistant de démonstration. Donc tout ceci, pour revenir au problème des axiomes, cela montre qu'on peut développer des mathématiques non triviales dans un système sans axiomes, uniquement bâti autour de constructions d'objets qui peuvent être définis par induction. Mais tous ces exemples concernent des objets mathématiques qui sont simples. Donc les preuves sont très sophistiquées, les exemples sont simples. Ces exemples peuvent tous se décrire de manière combinatoire. Donc ça concerne des preuves sur des graphes ou des groupes finis ou sur des machines de Turing. Et les mathématiciens considèrent des objets bien plus complexes, comme les nombres réels ou les catégories. Et pour cela, donc le système Lean introduit des notions primitives supplémentaires de manière axiomatique, comme l'axiome du choix. Donc on revient aux axiomes. Avec ces extensions, ce système Lean, donc grâce aux efforts d'un groupe de mathématiciens enthousiastes, a permis de représenter formellement des exemples tout à fait non triviaux qui manipulent des objets mathématiques non discrets. Donc le premier exemple qui a fait beaucoup de publicité sur le système, c'était une vérification formelle d'un résultat de Scholz sur les ensembles condensés. Et là, c'était un mathématicien donc, qui n'était pas sûr à 100% de sa preuve et qui se rendait compte que, en parlant des collègues, personne n'avait vérifié cette preuve-là. Et il voulait en être absolument sûr. Et donc, il a demandé à des gens qui travaillaient sur Lean est-ce que vous pouviez formaliser ce résultat. Et les gens de Lean ont réussi à prouver la correction de sa preuve et l'ont modifié, en fait, simplifié un peu de manière non essentielle. Mais quand même. Donc ça, c'est un exemple qui est vraiment qui montre que des mathématiciens peuvent être intéressés par ce genre de vérification de preuves. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est un exemple en géométrie différentielle. Donc ça montre que ces systèmes-là permettent de vérifier des preuves en géométrie sur des objets tout à fait non discrets. Et finalement, donc, Kevin Bozard vient de commencer un projet de formalisation d'une version moderne de la preuve de Wiles-Taylor du théorème de Fermat. Donc une des motivations des systèmes interactifs de preuve est la complexité croissante des dérivations en mathématiques. Cette complexité, combinée à la longueur des preuves, rend leur vérification par la communauté souvent insuffisante. Donc, par exemple, le mathématicien Daniel Litt cite un exemple d'un lemme erroné qui a 3 preuves publiées récentes, différentes, toutes incorrectes. Et aussi d'un contre-exemple qui est publié, mais qui est aussi incorrect. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes. Donc un avantage de ces systèmes de preuves, comme je l'ai déjà dit, c'est leur capacité à faciliter la collaboration. Chaque participant peut s'appuyer de manière fiable sur des résultats déjà validés, ce qui renforce la rigueur et l'efficacité donc, des travaux collaboratifs. Finalement, un autre avantage potentiel, ça va être un complément de vérification des systèmes qui suggèrent des preuves. Donc, possibilité d'entraîner ces systèmes, donc, comme récemment donc AlphaProof, qui a pu construire des solutions de problèmes d'Olympiade des mathématiques, mais très bien, le système suggère une preuve. Comment on sait qu'elle est correcte? Donc, ce système aussi a produit une preuve formelle dans le système Lean. Très bien. Donc, il est vraiment passionnant que ces avantages potentiels qui ont motivé les projets automates et le projet formel à l'ENIRIA se mettent ainsi en place. Et je voudrais maintenant, donc, pour la
Suite de cet exposé, expliquer comment l'utilisation de ces assistants de preuve ont permis la formulation d'une nouvelle forme de principe d'extensionnalité et de prolonger les réflexions de Russell, donc qui datent d'il y a 100 ans, sur ce principe. Donc, comme on a vu, dans ces systèmes, on a un traitement uniforme des preuves et des objets. Donc, et c'est très naturel, par exemple, de définir la disjonction de deux propositions comme une somme disjointe. En effet, comment est-ce qu'on peut prouver A ou B? Donc, si on a A, on a B, A ou B, et si on a B, on a A ou B. Et la loi d'élimination dans ce système donc, va être écrite en utilisant les types dépendants. Donc, elle a l'air un peu étrange, parce que là, on voit qu'on a une quantification sur un objet preuve, et qui est tout à fait inhabituel en mathématiques. Donc, Z est de type A ou B. Donc, c'est une mention explicite d'un objet preuve. Donc, le Martin-Löf, en 1973, écrit systématiquement toutes les lois logiques dans ce cadre, et en particulier les lois pour le type d'égalité, donc ce type-là, A égale B, qui représente la proposition de l'égalité de A et de B. Donc, la loi habituelle, qui remonte à Leibniz, donc en 1686, c'est que si A est égal à X, alors, et on a P de A, alors on a P de X. Et puis on a la loi qui dit que tout élément est égal à lui-même. Donc c'est les lois usuelles. Dans le formalisme des types dépendants, c'est très naturel de faire intervenir la preuve dans cet énoncé-là d'égalité. Donc quand on l'écrit avec les types dépendants, on voit qu'il manque quelque chose. Là, on a supposé X de type A, et on a aussi supposé que A est égal à X, mais on n'a pas donné un nom à cette preuve. Donc le nom, il est là. Donc ça, c'est la loi d'élimination telle qu'elle a été écrite en théorie des types. Donc cette formulation ajoute une mention explicite de la preuve d'égalité. Cette loi, qui est suggérée par des considérations purement formelles, est absolument remarquable. Et je voudrais essayer donc de dire en quel sens elle est absolument remarquable. Donc tout d'abord, c'est une loi nouvelle sur l'égalité. Donc comme je l'ai dit, la dernière fois que quelqu'un avait énoncé une loi sur l'égalité, c'était Leibniz en 1686. Et depuis, il n'y a pas eu d'énoncé de loi sur l'égalité à part cette loi-là. Et donc les gens qui travaillent sur la théorie des types, dans les années 90, vont remarquer que cette loi, qui semble très bizarre avec cette quantification sur une preuve d'égalité, a de nombreuses conséquences inattendues. Et comme le fait que tout type a naturellement une structure de groupoïde, qui ont longtemps semblé difficiles à comprendre intuitivement. Donc pour comprendre le caractère remarquable de cette loi, il faut introduire un modèle qui a été mis au point par Wojcicki en 2005. Et ce modèle utilise donc une notion que Wojcicki était un mathématicien, qui était spécialiste de la théorie de l'homotopie, qui utilise une représentation abstraite de la notion d'espace, qui est la notion d'ensemble simplicial, qui vérifie une condition technique. Et il remarque qu'en fait, il y a un modèle pour lui naturel de la théorie des types, en interprétant un type comme cette notion d'espace. Et donc de manière technique, donc une famille de types devient dans cette interprétation une fibration au-dessus de A. Et le type qu'on peut former en théorie des types correspond à l'espace total de cette fibration. Et donc je ne vais pas essayer de décrire techniquement ce que c'est que cette notion, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette notion d'espace, il y a une notion de chemin. Et Wojcicki remarque qu'on peut interpréter l'égalité par cette notion de chemin. Donc ce type A égale X va être interprété par l'espace des chemins de source A et de but X. Et une manière équivalente de formuler cette nouvelle loi d'égalité est d'introduire ce type des chemins, donc d'origine fixe A, et d'écrire que l'on a un élément de ce type-là, qui dit que tout élément de ce type des chemins est égal à cet élément fixe A et refle de A. Et la réflexivité va correspondre au chemin constant. Donc la nouvelle loi d'égalité, dans ce cadre, dit donc que ce type des chemins est toujours contractile. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est très clair géométriquement. C'est le principe du cordon d'aspirateur. Donc c'est que si on a un chemin du point A à un point quelconque, on peut toujours le déformer continuellement en un chemin constant A. Donc c'est un principe qui est clair géométriquement. Et donc ce que je trouve personnellement remarquable, c'est que ceci correspond exactement
à une nouvelle notion de fibration qui a été introduite par Jean-Pierre Serre dans sa thèse. Donc pour tout espace A et point de cet espace, il introduit une nouvelle notion de fibration qui correspond exactement à ce type de chemin. Et le point essentiel pour lui, c'était que cet espace des chemins était contractile. Et Serre considère l'introduction de cette fibration comme une de ses découvertes majeures. Donc, et il remarque qu'il est étrange qu'une construction si simple ait autant de conséquences. Donc c'est tout à fait simple géométriquement, mais ça a débloqué son travail de thèse. Et donc cette nouvelle loi de l'égalité, pourquoi elle est remarquable? C'est qu'elle capture de manière purement logique ce phénomène. Alors, que devient l'analyse de Russell du principe d'extensionnalité dans ce cadre? Comme je l'ai dit, donc Russell, en 1925, énonce ce principe qui dit que si deux propositions sont équivalentes, alors elles sont égales. Donc, alors qu'est-ce que ça devient dans ce modèle que Vovovsky met au point? Les propositions deviennent des types, donc des espaces. Et que se suggère cette loi, c'est que si deux types sont équivalents, ils doivent être égaux. Et égaux, ça peut s'exprimer de manière technique donc, dans ce modèle, donc c'est qu'il y a un chemin de A dans B, et techniquement, ça veut dire qu'il y a une fibration au-dessus de l'intervalle de fibre A en 0 et de fibre B en 1. De plus, donc on veut une notion d'équivalence, et les ensembles simpliciaux ont une notion naturelle d'équivalence, qui est l'équivalence d'homotopie. Donc ceci suggère à Vovovsky une conjecture précise, mathématique, qu'il énonce et qu'il envoie à Peter May, qui la renvoie au mathématicien Bousfield, qui est un spécialiste de notion d'ensemble simplicial, et qui peut résoudre cette conjecture. Donc la conjecture qui est résolue, c'est la suivante, c'est que si A et B sont des ensembles simpliciaux homotopiquement équivalents, il existe une fibration au-dessus de l'intervalle, telle que la fibre au-dessus de 0 est A et la fibre au-dessus de 1 est B. Ceci est une propriété nouvelle, importante, des ensembles simpliciaux, qui n'avait pas été formulée auparavant. Et donc cela illustre bien la fécondité de ce nouveau point de vue. Donc c'est une application de la logique à la théorie de l'homotopie. Vovovsky généralise ce résultat en une forme très élégante du principe d'extensionnalité, qui est le suivant, c'est que, donc, je vais l'énoncer sans essayer de le préciser, donc c'est la flèche canonique de l'égalité en l'équivalence est elle-même une équivalence. Et donc là, on a le résultat précédent, c'était une application de la logique à la théorie de l'homotopie. Là, c'est une application de la théorie de l'homotopie à la logique. Donc Vovovsky peut formuler ce principe parce qu'il a les intuitions en théorie de l'homotopie, et il voit que cette formulation est particulièrement élégante, mais les logiciens n'auraient jamais pensé à énoncer cette forme-là en théorie des types. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que Vovovsky peut alors directement développer formellement, dans le système Coq, les conséquences de cette nouvelle forme du principe d'extensionnalité. Il montre ainsi que ce principe entraîne le principe d'extensionnalité pour les fonctions. Donc il disait que si deux fonctions sont égales point par point, alors elles sont égales. Donc Church et Russell avaient besoin de deux énoncés pour l'extensionnalité. En théorie des types dépendants, il y a le principe d'univalence est suffisant pour exprimer toutes les formes possibles de l'extensionnalité. Et dans ce développement formel sur machine, les définitions sont vraiment surprenamment simples. Donc, la définition pour un type A d'extracontractile devient ceci. Et ça, c'était vraiment surprenant pour quelqu'un qui vient de la théorie des types d'être capable de comprendre des énoncés sur la théorie de l'homotopie qui, avant, étaient tout à fait inaccessibles pour moi. Donc, que devient dans cette approche le principe de description définie, qui était, comme j'ai dit, fondamental pour développer les mathématiques en logique. Donc, ce principe disait qu'on peut nommer un objet s'il est défini de manière unique. Ce principe devient prouvable, alors que dans le système de Church, on devait introduire une nouvelle opération pour formuler ce principe. Et si on regarde ce principe, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on peut nommer un objet s'il est défini de manière unique. Donc, pour avoir un bon énoncé, on doit comprendre ce que ça veut dire défini de manière unique, donc il faut une bonne notion d'égalité. Donc, et on a une bonne notion d'égalité avec cet axiome d'univalence.
Donc là, dans ce système, l'existence unique de X qui vérifie B de X peut être définie comme le type qui exprime que ce type-là est contractile. Et le principe de description devient une tautologie. Ceci permet de capturer, comme par magie, des situations qui sont conceptuellement des cas d'unicité, comme en mathématiques, donc uniques à isomorphisme unique près, mais qui, en théorie des ensembles, ne peuvent pas être représentées comme des exemples de choix uniques. Donc ce formalisme-là, parce qu'il a une notion plus fine de l'égalité, permet de reconnaître des situations de choix uniques. Et donc conceptuellement, quand on utilise la théorie des ensembles, donc quand on veut montrer ce résultat technique donc élémentaire en théorie des catégories, un foncteur pleinement fidèle et essentiellement surjectif est une équivalence, on doit faire appel à l'axiome du choix. Et conceptuellement, ce n'est pas satisfaisant. Dans ce formalisme, on peut montrer ce résultat sans utiliser l'axiome du choix, juste l'axiome du choix unique, qui est une tautologie. Et ceci correspond à ce qui s'est passé pour Vovovsky. Donc, quand il a développé les mathématiques formelles, dans son développement formel, donc sur machine, des principes de base des mathématiques, Vovovsky s'attendait à devoir utiliser l'axiome du choix et l'axiome de réductibilité. Ces deux axiomes sont valides dans son modèle. Donc, il pouvait les ajouter comme axiomes, ce n'était pas de problème avec lui. Mais il est vraiment surpris, donc, en développant, il se rend compte qu'en fait, on n'a jamais besoin de ces axiomes. Donc tout semble prouvable sans ces axiomes, juste comme conséquence du principe d'univalence. Et ceci est d'autant plus surprenant que ce formalisme permet d'exprimer directement des phénomènes qui, dans le cadre de la théorie des ensembles, portent sur des objets assez sophistiqués, comme les catégories d'ordre supérieur, où on a besoin d'une notion très fine d'égalité, en fait. Donc ceci confirme tout à fait l'intuition de Russell en 1925 qu'une meilleure compréhension de l'égalité va permettre d'éviter l'introduction de certains axiomes. Le principe d'univalence a des conséquences remarquables. Comment le justifier? Donc, la justification de Vovovsky provenait de son modèle, mais ce modèle était développé à partir de l'axiome du choix. Donc, avec une telle justification, il est difficile de considérer que ce principe a un caractère intuitif. Donc, ceci relance la question du statut de ce principe. Doit-on l'accepter comme principe non évident par le fait qu'il a de multiples conséquences remarquables et conceptuellement satisfaisantes? Donc c'est là où j'ai travaillé sur ce programme. Et l'essai naturel, c'était en fait de continuer ce qu'on a vu pour la théorie des types simples, c'est de définir l'égalité par induction sur le type. Mais là, donc, comme on a une notion de type qui est beaucoup plus complexe, donc avec les types dépendants, c'est techniquement beaucoup plus complexe de mettre au point, de rendre précise cette intuition. Donc ça correspond à raffiner la notion d'ensemble introduite par Bishop, qui est proche de l'idée de définir l'égalité par induction sur le type. Donc, dans cette approche, un ensemble, c'est une collection d'objets munis d'une relation d'équivalence. Mais si on suit le traitement uniforme des propositions et des types, cette relation d'équivalence doit être vue comme une famille de types qui ont eux-mêmes une notion d'égalité, et ainsi de suite. Donc on obtient une structure qui rappelle en fait la structure d'ensemble simpliciel. Et on peut comprendre la condition de Kahn comme une généralisation dans ce cadre de la notion de relation d'équivalence. Donc en suivant cette intuition, nous avons pu construire une justification effective de l'univalence. Et ce travail s'inspire de notions qui viennent aussi de la sémantique de langage de programmation, comme la notion d'ensembles nominaux et la technique des relations logiques qu'on a vu précédemment. Un aspect inattendu de cette approche, mise à jour par Christian Sattler, est le suivant. Donc, la justification de Vovovsky du principe d'univalence reposait sur l'existence d'une structure de modèle de Quillen sur les ensembles simpliciaux. Et comme je l'ai dit, cette existence était montrée en utilisant l'axiome du choix. En utilisant cette justification directe de l'univalence, on peut construire de manière réciproque une structure de modèle au sens de Quillen, et tous les arguments sont effectifs. Et Quillen avait introduit cette notion comme une axiomatisation élégante de l'homotopie, en capturant les lemmes essentiels qui interviennent pour cette nouvelle notion de fibration introduite par Serre. Une structure de modèle de Quillen décrit une notion abstraite d'homotopie. Donc une fois qu'on en a cette structure de modèle, une question naturelle est si on pouvait construire de cette manière une telle structure de modèle de Quillen qui est équivalente à la structure de modèle sur les espaces topologiques. Et cette question vient d'être résolue positivement par Christian Sattler.
Et ceci donne un moyen effectif de décrire la notion de type d'homotopie. Donc il capture cette notion d'homotopie sur les espaces. Ceci montre que beaucoup de notions abstraites, qui semblaient utiliser de manière essentielle des axiomes non justifiés, comme l'axiome du choix, peuvent être en fait expliquées de manière effective. Donc en résumé, ces travaux des 20 dernières années, pour lesquels les assistants de preuve ont joué un rôle à différents niveaux, confirment tout à fait les réflexions de Russell sur le principe d'extensionnalité et l'importance de mieux comprendre l'égalité. Donc le principe d'indiscernabilité de Leibniz, exprimé avec les notations introduites par Automate, révèle une analogie avec des idées, donc la notion de fibration de Serre, qui ont révolutionné l'étude de l'homotopie. Le principe d'extensionnalité, dans ce contexte, devient le principe d'univalence, qui a de nombreuses conséquences, conceptuellement très satisfaisantes, et qui sont prouvées d'habitude avec l'axiome du choix et l'axiome de réductibilité. Mais ce principe d'univalence peut être, lui, justifié de manière effective. Et ceci fournit une description effective de la notion de type d'homotopie. Et finalement, donc, un point qui peut être intéressant pour le futur des langages qui essaient d'exprimer des preuves sur machine, c'est que cette approche est bien adaptée pour capturer des analogies entre des domaines différents des mathématiques et de transporter des résultats et des objets d'un domaine sur un autre. Donc pourquoi ça? C'est qu'une fois qu'on a une bonne notion d'égalité, on peut reconnaître si deux objets sont égaux. Mais cette notion d'égalité, comme elle est représentée en théorie des types, est très sophistiquée. Donc elle peut correspondre à la notion d'isomorphisme ou la notion d'équivalence entre des catégories. Et donc c'est très naturel. Et donc les mathématiciens veulent exprimer qu'on peut transporter des intuitions de structure sur un autre. Donc, en particulier, Bourbaki avait tout un chapitre sur la notion de transport de structure. Et donc, on peut espérer, mais ça c'est un travail qui est en train de se faire, que cette approche va être bien adaptée pour capturer cette notion d'analogie entre des domaines différents de mathématiques. Voilà. Et finalement, donc en conclusion, je voudrais insister sur le point suivant. Pour analyser de manière satisfaisante des questions qui semblent purement philosophiques, comme le statut de l'égalité ou le rôle des axiomes en mathématiques, il semble nécessaire de faire appel à des concepts mathématiques et informatiques techniques, comme celui de structure de modèle de Quillen, ou de topos d'ordre supérieur, ou celui de paramétricité et de relation logique. Donc, par exemple, la structure de modèle de Quillen, je ne connaissais pas avant de faire ces travaux, mais elle m'a été forcée par l'analyse de la notion d'égalité, qui viennent de considérations purement philosophiques. Donc c'est un des aspects que je trouve particulièrement passionnant dans ce domaine de recherche. Et je voudrais terminer par ça.